Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Claire du Trio. Donc, je suis coordinatrice de l'association Recyclarté, qui est vers Hendaye et qui fait des actions, on va dire, jusqu'à Bidart. On ne vient pas jusque chez vous, mais presque, pas jusqu'à Biarritz. Et donc, on est jusqu'à Hendaye. Et on passe un petit peu aussi la frontière, Yvonne, Fontarabie, voilà, parce que c'est notre bassin de vie aussi. Ouais. Voilà. Et bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Christelle Charot, je suis coordinatrice de l'association Les Petits Popotins, qui a été créée en 2019 et qui vise à démocratiser l'utilisation des couches lavables pour bébés sur le territoire Pays Basque, Sudland, et on va jusqu'à Pau, puisqu'on accompagne la communauté d'agglomération de Pau qui nous a contactés pour accompagner les familles dans un changement de pratique. Voilà. Alors oui, c'est vrai que du coup, je n'ai pas présenté Recyclarté. Recyclarté, c'est une association à la base qui avait été créée pour un projet de recyclerie, ressourcerie, sur le constat que sur la côte, en fait, mis à part à Tarnos, où il y avait un Emmaüs, il n'y avait pas de recyclerie pour récupérer, réemployer les objets et tout ce qui finissait en déchetterie. Et puis, faute de foncier, on s'est transformé avec nos 65 mètres carrés, on est devenu une des plus grandes assos d'Hendaye. Donc aujourd'hui, on tourne autour de 600 adhérents et on a 3 salariés. Et en fait, on récupère les vélos, comme Tirindola que vous devez connaître par ici. Mais en fait, on n'est pas comme Tirindola parce qu'on fait aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que, par exemple, je suis ici ce soir avec Christelle sur les couches. Alors nous, c'est pas les couches, mais en fait, on va récupérer des tissus et on a un atelier couture avec lequel on va fabriquer plein de choses dans un objectif toujours de réduire et limiter les gaspillages. Donc on va récupérer des tissus qui ne vont pas finir à la poubelle, mais en plus ces tissus vont empêcher des déchets. Très typiquement, donc, il y a des couches lavables, mais nous on ne fait pas ça, c'est la spécialité des petits popotins, on le fait très bien. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter nos associations, mais aussi de présenter le projet qu'on voulait vous présenter, qui est en train de se construire autour des serviettes de protection menstruelle pour les femmes et les jeunes femmes. Voilà. Donc, on s'était dit, dans un premier temps, on va vous parler un peu de nos assos, de comment on les a créés. On a un peu le même profil. On est toutes les deux porteuses de projets. C'est nous qui avons créé nos associations pour créer nos emplois qui ont du sens sur le territoire, à partir d'un constat, d'une envie de mettre du sens dans notre travail. Donc, c'est des associations un peu sous des formes de... C'est comme des petites entreprises, en fait, parce que chaque mois, il faut qu'on trouve l'argent pour payer nos salaires. Et, euh, et puis, on est toutes les deux porteuses de projets et aujourd'hui salariées de nos structures. Félicitations. Merci. Merci. À Hendaye, il y a une entreprise qui s'est installée, donc, qui fait qui est une recyclerie de tissus, non? Ou je dis une bêtise ou... Alors, il y a le CETIA, qui est le CETIA, voilà. qui émane de l'entreprise Socoa, qui est une des plus grosses entreprises du secteur, qui fait des chaises de bureau principalement. Et on récupère, nous, quelques tissus, comme plein d'autres acteurs de l'économie circulaire du Pays Basque. Et effectivement, ils ont mis en place, avec l'ESTIA notamment, mais pas que, un centre européen qui tend à revaloriser les textiles, et c'est vraiment, on va dire, de l'innovation de pointe. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'ils révalorisent les textiles de l'entreprise Socorro, entre autres. Oui, mais c'est surtout de la recherche-développement, en fait. Et c'est vrai que l'entreprise Socorro est très, très investie sur les questions. C'est notamment eux qui ont, au tout début, il y a, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais genre au moins 20 ans, vachement aidé à la revalorisation des matériels des professionnels. Ils ont créé un éco-organisme, en fait, qui après a changé de nom, etc. Ok. Et alors, du coup, Christelle, est-ce que je vous propose de faire un peu l'animation? Et n'hésitez pas à poser des voilà, questions. on mélange tout, on n'attend pas spécialement un temps dédié à chacun. N'hésitez pas. On s'est dit qu'on faisait vraiment plus vivant comme ça, tranquille, quoi, petit comité. Donc, Christelle, est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as créé les petits popotins? Alors, après, je te poserai d'autres questions, hein, parce que je ne vais pas raconter tout dans un peu logiquement, après avoir, en étant enceinte, j'ai commencé à me poser des questions autour
des couches, ce qui se faisait. Bon, les couches jetables, on était un peu au courant. Les couches lavables, je ne connaissais pas du tout. Et moi, personnellement, je suis assez partisane d'essayer. Ça passe, ça passe. Et il se trouve que ça s'est très bien passé, alors que tout le monde me disait que c'était très compliqué, avec plein d'a priori, que ce soit des gens de tout âge, des gens qui avaient essayé, des personnes plus anciennes qui avaient essayé à l'époque les couches lavables qui n'étaient pas ce que l'on fait maintenant. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui se jouait sur le fait de dédramatiser un peu tout ce qu'il y avait autour de ce sujet et que, voilà, que le domaine de la couche lavable avait quand même beaucoup évolué et que c'était beaucoup plus simple maintenant et qu'il y avait beaucoup d'enjeux autour de ce sujet. Donc, dans un premier temps, moi, c'était l'aspect environnemental. Donc, il faut savoir qu'un enfant, c'est 5000 couches de la naissance à la propreté. C'est une tonne de déchets, c'est une pièce de 9 mètres carrés du sol au plafond. Voilà. Et après, voilà, en me penchant un peu plus sur le sujet, bah, il y a forcément l'aspect sanitaire qui est apparu, avec la composition des couches de table qui est encore hyper controversée. C'est pas trop ce qu'il y a dedans. Et puis finalement aussi l'aspect économique, où encore plus maintenant avec l'augmentation des prix, mais qu'il y avait un enjeu autour de cet aspect-là. Et donc, voilà, un projet a commencé à germer. J'ai quitté mon travail. Je travaillais au sein d'un ESAT. J'accompagnais des personnes en situation de handicap. Et voilà, j'avais fait mon temps, j'avais donné ce que j'avais à donner. Et voilà, ce projet a commencé à émerger. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à jouer collectivement, qu'il y avait un enjeu voilà, pour chacun d'entre nous. Et j'ai présenté le projet au Tuba SC, donc en 2018. 2018, ouais, en 2018. Donc le Tuba LC, c'est quoi? Le Tuba LC, c'est un incubateur de projets que tu connais très bien, de projets dans l'économie sociale et solidaire, qui se trouve à, vous devez connaître, hein, j'imagine, à Tarnos. Donc, spécialisé dans le ESS. Alors, ouais. Alors du coup, oui, c'est vraiment un incubateur qui aide les porteurs de projets dans un objectif ou pas de création d'emplois, mais des porteurs de projets en économie sociale et solidaire sur le même secteur à peu près que les petits popotins. Ça veut dire c'est Sudland, Pays Basque, mais aussi la région autour de Pau, avec des accompagnateurs, une dizaine d'accompagnateurs qui sont en poste. Et aujourd'hui, moi, je suis accompagnatrice au TUB ASM. c'est de... Voilà, ouais. Et nous aussi à Recyclarté, donc bah, quand je suis arrivée au Pays Basque parce que mon mari était d'ici, j'ai cherché un travail, je me suis dit il n'existe pas, donc il faut que je le crée. Et donc j'ai commencé par une phase de diagnostic, qu'est-ce que je pourrais faire qui n'existe pas, parce que c'est vraiment ça de toute façon le critère de l'économie sociale et solidaire, c'est répondre à un besoin de territoire pour les habitants, pour l'intérêt général, en créant une activité économique qui réponde à ces besoins du territoire. Donc, qu'est-ce qui n'existe pas et qui pourrait être mené en coopération avec d'autres acteurs? Donc, en fait, quand on a regardé, à la base, bah, nous, c'était, il n'y a pas de recyclerie, mais il n'y avait pas non plus d'atelier vélo sur le sud Pays Basque. Hein, et puis, il n'y avait pas de Ripper Café, et puis, il n'y avait pas... aujourd'hui, par exemple, ma collègue m'a donné des fleurs, elle m'a dit ah, tu vas à Cabilla, tu présenteras. Donc, on fait en fait, de la remise en selle pour les seniors plus de 60 ans. On a été contactés par le département et en fait, ils cherchaient quelqu'un pour le faire. Et nous, on faisait déjà des cours de vélo pour les enfants. On est aujourd'hui en Daille la seule commune de Nouvelle-Aquitaine qui donne des cours de vélo à tous les enfants avec l'éducation nationale. C'est dans le programme de l'éducation nationale avec les profs d'EPS ou les maîtres et maîtresses. Et là, sur ce projet-là, bah, c'est le département qui nous a contactés dans un objectif santé-prévention. Ils cherchaient quelqu'un pour remettre en selle les seniors parce qu'on s'est rendu compte que faire du sport au quotidien, eh ben, ça réduit les risques, ça rend plus autonome, ça maintient en bonne santé, etc. Donc en fait, c'était vraiment ça l'idée, nous, de Recyclarté, c'était rester en concordance avec un sens dans notre travail, une thématique,
Et bon, bah, c'est vrai qu'on est passé du réemploi des vélos au cours de vélo, mais bon, voilà. Et vous êtes dit, je vais à Biarritz, vous avez une ville de jeunes. Non, mais du coup, là, c'est notre actualité. Voilà. On lance les stages. Ah, mais je plaisante. Et il y a combien de personnes là qui font ça? Et alors, Le stage du vélo, coup, ça a bien pris. Du coup, en fait, nous, c'est des cours de 10 personnes. 10 personnes, donc c'est 8 fois 2 heures. Donc c'est très approfondi. Et on fait une série de cours à Saint-Jean-de-Luz et une autre à Hendaye. C'est ouvert aussi aux habitants de Biarritz. Hein, Vous avez vu qu'il n'y a personne au-dessus de 60 ans. Mais Tirindola le fait aussi maintenant. Maintenant, Tirindola fait la même chose. Donc, je vous invite plutôt à contacter Tirindola si vous avez Ok. Surtout qu'à Hendaye, vous avez beaucoup d'espace, enfin, très jolis endroits pour faire du vélo tranquille aussi, je pense. Alors, on a des endroits pour aller en loisir, mais pas pour le quotidien. Ouais. C'est-à-dire, si tu habites à la plage et que tu vas au centre-ville, ça va, parce qu'en gros, on a le long de la ville d'Assoa. Mais après, à l'intérieur, il n'y a pas encore. Mais on y travaille avec les élus. C'est bon. Mais du coup, le Tuba SC nous a aidé Voilà. à créer Ah oui. à monter nos projets. Et c'est vrai que sans le tube à essai, ça aurait été difficile. Bah, moi, j'étais vraiment quelqu'un. J'étais toute neuve dans tout ce. Voilà, je n'avais jamais monté de projet tout court. Euh, le monde de l'ESS, enfin l'ESS, ce terme-là me connaissais pas. J'arrivais avec un projet idéal qui se dit, bah, j'arrivais toute seule en voulant présenter un projet collectif. Bah, alors comment on fait? Et donc là, c'est là que les formations, souvent on a été incubés pendant 2 ans. Je crois qu'à partir de 2 ans, Ça dépend des projets. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ok. Bon, nous, au bout de 2 ans, mais je crois que c'est pas. Voilà, parce que l'activité était lancée. Donc, on est sorti. Mais pendant ces 2 années, en fait, on a eu des formations sur tout plein de sujets. Et au fur et à mesure, le projet qui est passé de moi seul, voilà, s'est construit, que ce soit sur le papier ou avec les personnes qui se sont mis à intégrer le projet. Et là, petit à petit, voilà, tout s'est accéléré. Et vous étiez combien alors à suivre la formation? On était 3 qui sont devenus du coup les personnes du bureau très rapidement quand on a créé la structure. Et après, ça s'est étoffé avec un conseil d'administration qui tourne autour de entre 6 et 8 personnes depuis la création. Et donc voilà, il a fallu trouver un moyen de financer ce projet qui était de rendre accessible, enfin de sensibiliser dans un premier temps aux couches lavables, de les rendre accessibles, parce que c'est pareil, ça a un coût, de participer à enfin, voilà, tout ce qui a trait, enfin, voilà, tous ces termes-là, participer à l'économie locale, avoir un projet vraiment ancré sur le territoire, donc où il n'était pas question que tout passe par Internet, comme ça pourrait être le cas. Et du coup, très rapidement, on a mis en place donc, des ateliers de sensibilisation et on a créé un modèle de couches. Ça, c'est merci confinement pour le coup, puisqu'on s'est penché sur le. On s'est rendu compte qu'on avait toutes, parce qu'on est il y a quasi que des femmes, on avait tout utilisé, tous, des modèles différents et qu'il y avait certaines personnes qui préféraient ci, à scratch, à pression, à ci, qu'il y avait certaines qui étaient adaptées au bébé tripoté. Donc on s'est dit, bon, on va créer un outil, on va créer un couche lavable, donc des petits popotas, qui permettent aux familles et aux structures de se lancer. Après, ces familles en feront comme elles le souhaitent. Donc on a des familles qui restent jusqu'à la propreté avec l'association, à travers donc un service de location. On propose un service de location de ces couches lavables. Et alors, pourquoi location? Pourquoi pas achat? Dans un enjeu de circularité, en gros, voilà, un enfant, on a tous plus ou moins été dans cette situation adhérente. Les tailles vont très vite, donc déjà posséder, ça n'a pas trop de sens. Une taille naissance, on va les garder 2 mois.
Donc, Ah oui. acheter neuf de base, voilà, puis ça a un coût. Et puis, nous, par exemple, nos couches, elles passent, en fonction des tailles, elles font jusqu'à 4 familles, 4-5 familles. Donc, on utilise les couches vraiment jusqu'à la fin du tissu. Donc, on a des petites réparations qui sont faites par des bénévoles, surtout tout ce qui est scratch, tout ça. Et en dehors de ça, donc la partie, enfin, moi, c'était mon métier d'avant, travailler dans la réinsertion. Et donc, on travaille avec les Atrecure, qui se trouve à Anglette, qui est un atelier blanchisserie et de couture. Donc, c'est des personnes en situation de handicap psychique qui apprennent à coudre la partie absorbante de la couche. Je vous la montre comme ça. C'est des personnes qui cousent cette partie-là. Et donc, voilà, c'était l'idée de créer une collaboration qui est née dès le premier jour du projet avec cette étape. On l'a aussi monté ensemble. Et voilà pourquoi la location, surtout de la circularité, l'utilisation du produit jusqu'au bout et aussi de la proximité avec les gens. Parce qu'on se rend compte que voilà, un enfant sur les 2 ans, ça évolue à tous les niveaux. Et donc, ouais, les personnes ont besoin de conseils. Et puis nous, l'idée, c'était vraiment de discuter, de garder le lien avec ces familles et d'en créer entre elles. Donc cette partie blanche, c'est la partie lavable. Tout est lavable. Tout est lavable. Tout est lavable. Ça, c'est la partie imperméable. Ok. Et ça, c'est la partie absorbante. Ok. Et maintenant, il existe, ce qui n'était pas le cas avant, ce qu'on appelle un voile de protection, qui vient se mettre sur la partie absorbante et qui vient récupérer les sels. À l'époque, ça n'existait pas, donc il fallait beaucoup travailler avant de mettre les couches à laver, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ah oui, on le met en premier. Voilà, comme ça. Hop, Il n'est pas lavable, lui. Quand c'est un simple pipi, il est lavable. Ah oui. Quand c'est des sels. Et sinon, ça se jette. Ouais, c'est du. C'est quoi? La fibre de cellulose blanchie à l'oxygène, celui-là. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pollution. Celui-là, il peut passer aux toilettes. On ne le conseille pas spécialement, enfin, on ne le dit pas, parce que ça dépend vraiment des marques. Donc, il y a certains voiles de protection qui vont ressembler un peu à des lingettes, qui sont vraiment pas top. Donc, on ne généralise pas le fait que le voile de protection est jetable. Ouais. Ou compostable, parce que, voilà, en fonction de... Que les lingettes, c'est un gros problème, notamment justement dans le projet dont on va parler. C'est devenu un gros déchet aujourd'hui, les lingettes, plus encore que les serviettes menstruelles et les tampons et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent pour tout et n'importe quoi, et régulièrement, et qui les jettent dans les toilettes, alors qu'en fait, c'est pas fait pour les jeter dans les toilettes. Pas compostable, ça crée des gros problèmes et ça coûte très cher au niveau du fonctionnement des stations d'épuration. Nous, au niveau de l'entreprise, on est à la Convention des entreprises pour le climat. Et j'ai eu l'occasion de croiser la DG de Mustela. Ils ont un gros programme où elle est en train de faire convertir pour qu'il n'y ait plus de lingettes commercialisées, remplacées par ce qui est un changement de modèle économique monstrueux pour un groupe comme celui-ci. J'en avais entendu parler. Elle est vraiment très dynamique et elle porte ça. Mais donc là, la location, la famille vient, elle adhère à l'association. Il faut adhérer. Donc c'est un coût. Après, il y a un coût vraiment une mensuel. présentation du projet. On n'est pas des prestataires de couches. C'est pas du tout l'idée de l'association. On aurait pu passer de ce côté-là. Parfois, ça aurait été peut-être plus simple. Ça aurait été un autre modèle économique. C'était pas du tout ce qu'on voulait. Et donc voilà, les prix ont été calculés de façon à ce que ce soit accessible à tous, au maximum en tout cas. C'est 3 fois moins cher que des couches jetables. En gros, les couches jetables, on est sur une moyenne de 60 € par mois, enfin 3 fois. Et là, on est à 25 € par mois. Ça permet aux gens de mixer, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir accès aux deux, parce que parfois les gens arrivent, on passe au lavable, et au final, bille en tête, au bout de 2 semaines, c'est compliqué. Donc voilà, on essaye de dédramatiser sur le fait que la jetable a son intérêt, et du coup, ça permet à la lavable de faire sa place. Et d'y aller, il y a vraiment un discours déculpabilisant sur ce sujet-là, et en fait, du coup, ça permet vraiment aux gens de se lancer
Et une fois que les gens se sont lancés, que l'on fasse 6 mois, 1 an, 2 ans, nous, ce qu'on explique aux gens, c'est tout ce qui n'est pas mis à la poubelle ou sur les fesses du bébé, c'est déjà ça. Une couche lavable par jour, c'est 1000 couches qui ne seront pas mises à la poubelle, à la propreté. Donc, Et au niveau des tailles, il y a vraiment. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Ouais, il y a 4 tailles. 4 tailles. Et donc là, on a fait passer 15 structures collectives aux couches lavables. D'accord. Donc on a tout un réseau de micro-crèches. Donc les structures privées, c'est plus simple parce que voilà, c'est plus simple de trouver les financements. Bien sûr. Et on a fait passer notre première crèche publique, Cibourg, c'est bien. En mai dernier. Donc ils ont passé toute la section des enfants avec nous. Et ils vont bientôt passer la section des grands. Okay. Et donc là, ça y est, maintenant, on est en capacité d'accompagner les crèches. Et voilà. Et la durée de vie des couches. Du coup, les crèches nous permettent de vraiment définir, parce qu'on depuis la création du projet, il y avait plein de choses qui étaient très floues. Enfin, on avait pas beaucoup d'informations sur le sujet. Donc là, maintenant, ça y est, on les a et on est autour de 3 ans. Une crèche peut garder 3 ans des couches lavables. Donc, ça, c'est pareil, il y a tout un aspect psychologique, mais pour une crèche, c'est plus intéressant économique. Enfin, si on parle de la partie économique, c'est plus intéressant de passer aux couches lavables. Dans le cas d'une crèche, par exemple, les loueurs, c'est la crèche. Pardon? Les loueurs, c'est la crèche. Les crèches peuvent acheter. Nous, on les sensibilise juste, on les accompagne dans la démarche. Et les structures collectives peuvent acheter parce qu'en fait, on reste dans ce système au départ, on était là dans location. Et très vite, on s'est rendu compte que la location, ça pouvait être un frein aux structures de passer aux couches lavables parce que trouver de l'investissement, voilà, des financements en fonctionnement, c'est compliqué, alors que de l'investissement, que ce soit pour des crèches publiques, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça n'avait pas de sens de dire, désolé, nous, on fait que louer. Donc OK, mais par contre, on s'implique dans le projet. On sensibilise les familles, vous prenez votre part et on sensibilise les familles. Voilà, on va plus loin dans la démarche. On n'est pas juste prestataire de couches lavables. Et il y a des entreprises qui commercialisent le même produit ou pas? Ouais. Non, il y en a plein qui mettent la clé sous la porte en ce moment. Ah ouais? C'est ergatique. Parce que la jetable a encore... voilà, il y a 3% de la population française qui utilise des lavables, donc c'est encore petit. Nous, c'est encore c'est difficile de tenir économiquement, mais voilà, on fait des choix et c'est pas facile toujours. Heureusement, on a eu des subventions à la création d'associations qui nous ont permis On a eu Ampli de la région qui a permis de financer le premier poste, donc qui a permis de mettre tout ça en place. Et ensuite, on a eu un financement de la communauté d'agglo. Et vous arrivez à équilibrer les comptes de l'association, ça va? C'est toujours... On vous entend. On démarrer la vidéo. Tout à fait. Donc, on était sur... se poser la question pourquoi seulement 3% des familles adhèrent. Merci. Merci à Le vous. problème du lavage, donc il faut le laver. Un gosse avec toutes ses couches, ça veut dire tous les jours qu'il faut faire une machine à Non, on peut les stocker 2-3 jours et ça correspond. En fait, ça se cale un peu sur les nouvelles machines qu'on a à faire avec un bébé qui s'accélère un peu avec mes habits plein de lait, les vêtements Donc on est sur 2-3 jours. C'est surtout lié aux a priori. Il y a beaucoup d'a priori sur le fait que il y a beaucoup de fuites. Il y a beaucoup de logistique. En fait, s'il y a des fuites, il y a forcément une raison. Et c'est un peu la problématique quand les gens prennent sur Internet, achètent leurs couches, n'ont pas d'accompagnement. C'était surtout ça, l'objet aussi, c'est d'accompagner les personnes dans leurs petites difficultés, parce qu'un enfant, il n'y en a pas un qui est pareil. Et voilà, nous, on en est autour de 300 enfants qui sont accompagnés, que ce soit dans les structures collectives ou au sein des familles. Et du coup, voilà, maintenant, on a vraiment ce recul-là et on sait conseiller les parents.
Il y a pas beaucoup Après, de- c'est souvent les gens, quand ils viennent nous voir, c'est bon, c'est fait. On sait qu'ils vont se lancer, mais il faut juste qu'ils viennent nous voir. Ouais. Et justement, pour venir vous voir, c'est quoi les outils de communication ou les réseaux? Alors, on a un site internet qui classique. Ok. On a des réseaux, des réseaux Facebook. On n'est pas très Ouais. développé sur le sujet. Et après, on fait des permanences. En fait, on a 2 permanences à la Maison des associations de Bayonne. Donc, le lundi après-midi et le jeudi matin, où les personnes peuvent venir nous voir, prendre des renseignements, venir adhérer, venir récupérer leur lot, changer de taille. Enfin, c'est très ouvert. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a rien, parce qu'on sait très bien aussi que quand on est jeune parent ou futur parent, la vie, elle n'est pas. Avoir un rendez-vous à 14 heures, des fois, c'est compliqué de le gérer, déjà dans la vie classique, mais encore plus quand on a un petit bébé. Donc, c'est très ouvert. On fonctionne aussi pas mal par téléphone. Parce que c'est plus simple parfois. Et vous travaillez avec les maternités? On a fait notre premier atelier à la maternité de Bayonne et on a fait nos premiers ateliers à la clinique Bellara. Okay. Donc ça a pris du temps aussi. On va voir où ça nous mène. Mais en tout cas, nous, maintenant, les structures savent qu'on existe. Parce qu'on les a pas mal. Oui, il y a peut-être un travail à faire avec les infirmières et tout ça pour les convaincre aussi. Oui, ça s'est plus fait en interne en fait. On avait rendez-vous avec les cadres et après derrière elles venaient faire le travail. Enfin, c'était, il y a vraiment, voilà, comme au sein des structures collectives d'accueil de jeunes enfants, les crèches, il y a là si on prend un accompagnement d'une crèche à Hendaye, c'était une grosse crèche. Donc il y avait 12 personnes qui s'occupaient des enfants. C'est difficile d'avoir 12 personnes qui sont convaincues des couches là-bas. Bien sûr. Et dès que l'équipe tout entière n'est pas convaincue du projet, au moins d'essayer, on sait que ça ne passera pas. Ce qui a été le cas d'ailleurs. Ah oui, ça a pas passé. Là. Toutes les structures qui sont passées, c'est des structures où il y avait vraiment un travail en amont autour de ce sujet-là. Et après. Déjà convaincre une personne. Et dans une crèche, c'est quoi les réticences? C'est le lavage? La logistique, quoi. Les mêmes que dans les familles. Et objectivement, la logistique, elle est plus compliquée, moins compliquée qu'avec des jetables ou pas? C'est différent. En fait, c'est juste différent. Donc, plus on s'y prend tôt, moins on a des habitudes. Voilà. Ouais. Mais en gros, on a comme un sac poubelle de ce tissu-là, qui est un tissu imperméable, dans lequel on va mettre. Donc, ça partira, si c'est des selles, à la poubelle. Sinon, le reste à laver, à part cette partie-là qui peut être réutilisée plusieurs fois. Ça dépend, chacun gère comme il le prend. Et après, quand il y a une machine qui part, comme tout a été retiré, ça part avec le reste du linge. Il y a des études qui ont été faites par l'ADEME, enfin, plein de choses. On peut laver avec le reste du linge. On a la chance aujourd'hui d'avoir des machines, donc c'est très bien. On n'est plus au lavoir, donc avec des lessives qui fonctionnent très bien. Et du coup, ça sort, les couches sortent comme ça et on va les réutiliser. C'est pas la peine de repasser. Non, du tout. C'est des trucs comme ça. Non, ça pourrait être un peu des gens, mais. Quelle année? Ça fait le gros développement, ça a été dans les années 70. Et donc, ça a vraiment été une révolution, enfin, comme les serviettes hygiéniques. Comme pour les femmes, les serviettes hygiéniques. Exactement, ça a été vraiment comme beaucoup de produits à cette époque qui sont oui, devenus. D'accord. Mais sur la question du jetable, en fait, il y a eu des études sociologiques qui ont été menées par l'ADEME, qui est une agence d'État qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et en fait, c'est vrai que le jetable, c'est vu comme plus facile, la modernité, si j'ai les moyens, je gagne du temps, enfin voilà. Donc, plus hygiénique. Plus hygiénique aussi. Oui, c'est vu comme ça. Ouais. Et alors, c'est vrai que du coup, quand on travaille sur les alternatives lavables de tout ce qui peut être aujourd'hui présenté à la place du jetable, parce que du coup, maintenant, on est obligé de revenir à l'envers de ce que. Mais on pourrait dire la même chose sur l'allaitement maternel, en fait. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas allaiter parce qu'elles voient ça comme une modernité, un pouvoir acquis, une liberté acquise de ne pas avoir à allaiter. Et en fait.
Oui et non. Et après, chacun peut considérer les choses. Mais c'est vrai que quand on arrive avec une argumentation voilà, on a les chiffres, hein. C'est plus économique, c'est plus sain pour la santé pour l'enfant. Exactement la même chose pour les serviettes lavables pour les femmes. Et on peut très bien considérer aussi, parce que nous, dans le projet qu'on voulait vous présenter, il y a l'idée de faire ça aussi pour les fuites urinaires des différentes personnes, plus ou moins âgées. En fait, il y a aussi un gros enjeu de santé là-dedans et d'économie. Et on a aussi, comme je vous le disais, beaucoup de lingettes qui sont utilisées au quotidien par des gens comme, voilà, c'est super, c'est génial, pouf, je le jette, que ce soit dans les toilettes ou la poubelle. En fait, c'est une catastrophe. Et on peut tout considérer aussi, hein, le sopalin, enfin, etc. Voilà. Bon, après, même, il y a des gens dans les toilettes, dans certains pays comme le Japon, les toilettes, on se nettoie à l'eau, on n'a pas de papier. Ouais. Donc, en fait, on peut tout reconsidérer ou pas, mais en tout cas, quelle que soit l'argumentation, ça va, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est des croyances, Oui, on est c'est une conception qu'on a ancrée en nous. Et c'est pour ça que c'est vrai que, alors moi, ça fait 20 ans que je travaille dans des assos d'environnement pour essayer d'inciter à des changements divers et variés. Bon, j'ai travaillé sur différentes thématiques. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est de changer nos habitudes, quelle que soit l'argumentation, quand on a pris des habitudes. Et c'est pour ça que sur le projet qu'on voulait vous présenter, donc nous, donc à Recyclarté, on a commencé à travailler sur la précarité menstruelle l'année dernière. Parce qu'on a été très très choqués de voir depuis 2-3 ans, vous avez dû entendre parler du fait qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas s'acheter des serviettes hygiéniques jetables. Voilà, elles ont des tout petits budgets. Des femmes et des jeunes filles de ces familles-là qui se retrouvent à ne pas pouvoir aller au collège, au lycée, parce qu'elles ont peur qu'il y ait une fuite, elles se mettent un bout de truc machin entre les jambes, enfin voilà. Et du coup, moi, ça m'avait beaucoup marqué et je connaissais Christelle. Donc, à Recyclarté, on a pu récupérer les chutes, exactement les mêmes tissus que ceux des couches, pour réaliser des serviettes pour les femmes. Alors, ces tissus viennent d'où ça tu l'as pas précisé? Alors, il n'y en a pas en France. Ah, c'est pas en France. Ah non, les tissus, on a cherché, on a été à côté de. Donc, ce tissu-là, qui est un tissu synthétique, on s'est rapproché de ceux qui font les nappes. Les nappes cirées. Voilà, exactement. Les tissus basques. Les nappes. Ouais, c'est un peu, enfin, c'est pas possible de le faire encore à l'heure actuelle. C'est pas du tout la même épaisseur, le même. Enfin, ça, c'est des tissus qui sont certifiés. C'est pas le cotex de nos t-shirts, mais c'est un cotex spécifique aux produits pour bébé. Et non, on a essayé de pousser, hein, parce qu'on est parti vraiment du projet rêvé. Et ça. Et le tissu, il vient d'où alors? Il vient d'Asie. D'Asie. Ah, d'Asie. Histoire de changer. Et qu'est-ce qui vous garantit? On a vraiment tout cherché. C'est pas du coton en nature, ça. Si. C'est du coton. coton. Oui. Non, c'est pas du coton, c'est du bambou. Ah, c'est du bambou. C'est du bambou. C'est du bambou. C'est le tissu le plus absorbant qui existe et qui est antibactérien de nature. Pour le coup, très, très renouvelable. C'est vrai, ça. Non. Ah oui. C'est le coton, il y avait encore tout plein d'aspects. Oui. Enfin voilà, il n'y a pas de choses parfaites, on essaye de s'en rapprocher. Le bambou, c'est très sain, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est sain comme tissu, quoi. En tout cas, oui. Ah oui, ça c'est. Enfin, c'est pareil, ils sont certifiés. Et la problématique, par exemple, du coton bio, c'est déjà avec toute la production, on connaît la consommation d'eau, mais en dehors de ça, c'est aussi des tissus qui deviennent rêches très vite. Je sais pas, vous avez peut-être des lingettes et donc en fait, ça convient pas pour des couches lavables. On se retrouve Vous avez des règles normatives importantes à respecter ou pas? Non? Il n'y a pas de normes particulières? Non. Sur les couches de table, il y a des normes à respecter ou pas? Ou c'est open bar? Si tout le monde voilà, ça c'est le grand point d'interrogation. En 2019, c'était passé à la télé, c'était passé à la radio, il y avait les deux, où il y avait une étude de l'ANSES qui était sortie, qui fait à peu près 300 pages. La chance qu'il y ait des couleurs, donc on se rend vite compte qu'on est dans le rouge plutôt que dans le vert. Pas besoin de tout lire.
Et là, il y avait Macron qui avait demandé aux fabricants de donner un petit peu plus d'infos, d'être plus transparent sur la composition des jetables. Ils avaient 15 jours, on attend encore. Ouais, ça. Et donc, non, globalement, les couches jetables, Lui, il a peut-être demandé histoire de faire elles sont souvent labellisées, mais c'est en lien avec le papier, les forêts utilisées. C'est pas spécialement. Les normes un peu bidons, là, Il faut qu'elles absorbent, donc il faut des. Ouais. Et puis de toute façon, l'impact d'un bambou qui va être réutilisé par rapport à un coton bio, enfin voilà. Oui, il n'y a pas photo. Si on prend une jetable et une lavable, une jetable consomme 2 fois. On aurait tendance à dire que la lavable va consommer plus d'eau parce qu'on va faire des machines. Donc déjà, le fait que ce soit lavé avec le reste du linge, ça limite, même si on va faire un petit peu plus de machines. Mais c'est surtout si on prend le cycle de vie du produit, en fait, lors de la fabrication de la couche jetable, pardon, on est à 2 fois et demi. La consommation d'eau. Ouais. Pourquoi ajouter le plastique? Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a ancrées. Les lavables, en fait, on va consommer. Mais si on prend la chaîne. Mais le premier papier, là, si c'est comme le sopalin, je sais pas, j'avais entendu dire que c'est. C'est pas comme. Non, c'est pas comme du quoi, ça vient d'où? C'est fabriqué comment ça? Ça, c'est fait. Celui-là, il est fait en Bretagne. Pour le coup, on a trouvé. En Bretagne. Il y a la Bayer. Il vient de fermer ses portes. Ah, après 8 ans de. Ouais. Et c'est quoi alors? C'est de la fibre de cellulose. Blanchir le cellulose. Il n'y a pas de produit chimique. Voilà. C'est pour ça que ce modèle-là, nous, on le conseille depuis 4 ans. Et donc, on est un peu désarmé maintenant qu'ils ont mis la clé sous la porte. Mais la fibre de cellulose, il y a le groupe Rayonnier à côté qui en fait beaucoup. Ok. À Tartas. Ce qu'on appelait autrefois les papettes qui n'ont jamais fait ils n'ont jamais fait de papier, ils ont toujours fait de la cellulose. Ouais. Tu avais une question? Oui, moi, ça serait chouette qu'on ait peut-être l'entièreté sur le projet autour des serviettes hygiéniques, parce que du coup, tu commences à dire qu'en fait, tu récupérais les chiffres pour les fabriquer, et du coup, on en est là, et donc, ça, c'est... Alors oui, alors du coup, oui, pour revenir sur ce projet, donc c'est vrai que donc l'idée c'était donc depuis 2023 et encore cette année jusqu'au mois de à peu près avril, nous à Recyclarté, on a essayé d'animer et de sensibiliser les femmes les plus précaires. Dans l'idée que en fait aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, les alternatives lavables, les femmes qui ont un certain niveau d'études, d'information, qui ont un certain revenu, sont beaucoup plus informées et beaucoup plus sensibles, en fait. Et c'est elles qui utilisent les alternatives lavables de manière générale. Donc, en fait, pour moi, c'était par rapport à la question de la précarité menstruelle, je me disais, celles qu'on aurait le plus besoin, ce n'est pas celles qui sont au courant, parce que bien souvent, c'est vraiment un défaut d'information, mais aussi un défaut d'investissement. Quand tu as du mal à joindre les deux bouts, tu ne vas pas aller t'acheter une serviette à 10-15 euros alors que tu peux avoir des jetables qui ne coûtent pas cher du tout. Donc l'idée, c'était d'aller au plus proche de ces femmes-là. Et nous, on a été donc à Recyclarté rencontrer les CCAS, donc, qui au niveau des communes travaillent avec les publics précaires, en lien avec à Urugne, les CCAS, l'épicerie solidaire. Et dans le cadre de l'épicerie solidaire, quand les gens viennent acheter à l'épicerie solidaire, apporter l'information au plus près. Mais il y a aussi la question du tabou. Parce que il y a 2 tabous là, vous vous rendez bien compte, parler des règles et parler de la précarité des règles. Voilà. Donc en fait, mon travail, ça a été de petit à petit essayer d'arriver à établir une relation de confiance. J'ai commencé sur l'animation d'ateliers autour des produits d'entretien zéro déchet dans la maison. Donc c'est pareil, très intéressant, alternative à tellement de produits dont on voit les pubs à la télé. Pas besoin d'avoir 50 produits dans son placard pour faire le ménage chez soi. Déjà, si on en a 5, ou même pas 10, en tout cas, c'est largement suffisant. Après, cosmétique, pareil. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer soi-même, éviter d'acheter, et par rapport aux alternatives qui sont meilleures pour la santé aussi. Parce que souvent, c'est le moins cher, c'est le moins bon pour la santé. Et du coup, petit à petit, établir une relation de confiance pour arriver les femmes à fabriquer elles-mêmes. Parce qu'en plus, nous, on propose des ateliers à Recyclarté. Donc, comme je vous disais, on fait
En fait, on a un atelier vélo d'autoréparation, les gens viennent réparer. Nous, on vient fabriquer des objets ou réparer. On a aussi un repair café, tu viens réparer ton grille-pain, ton aspirateur et tout ça. Donc, si tu viens fabriquer ta serviette menstruelle, ça veut dire qu'en plus, il faut que tu te mettes à la couture. Donc, c'est encore un pas supplémentaire. Et quand tu es en grande précarité, souvent, tu ne te sens pas capable de faire les choses. Donc, voilà, on fait quelque chose de très, très complexe. On n'a pas réussi à raccrocher beaucoup de femmes, mais au moins, on a fait la sensibilisation. Et pour leur apporter cette alternative lavable, dans l'épicerie sociale, on est en train de concevoir, donc, avec des bénévoles qu'on a raccrochés au projet, qui sont liés aux centres sociaux, donc des jeunes retraités dynamiques qui font de la couture ou différents groupes de couturières en fait, que nous, on a pu côtoyer. Et elles sont en train de produire, de fabriquer ces serviettes qui vont être vendues à tout petit prix, voire gratuit. Mais ça, c'est aussi une stratégie de le vendre quelques euros pour mieux valoriser l'objet et mieux l'entretenir après. Et du coup, on met ça en alternative, en vente dans l'épicerie sociale. Sachant que dans l'épicerie sociale, c'est vraiment typiquement la chose qu'on ne trouvait pas. Et il y aura aussi des cups. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais ici, il y a une épicerie sociale, il me semble, à Biarritz aussi. En fait, l'épicerie sociale, elle subventionne à Urune, je ne sais pas ici les montants, mais 70% de ce qui est vendu. Si vous achetez quelque chose 10 euros, il y a 7 euros qui a été payé par la commune et 3 euros qui est payé par la personne bénéficiaire de l'épicerie sociale. Donc nous, on va mettre en vente des cups en complément des serviettes. C'est quoi les cups? Alors, les cups menstruels, alors c'est la révolution. Moi, quand j'ai découvert ça, ma vie a changé. Je pense que pas mal de femmes aussi, mais il faut pouvoir aussi le faire. Mais en fait, la cup, c'est un récipient qui va récupérer les règles. C'est en silicone, c'est naturel et on l'introduit. Et c'est en complément avec les serviettes. Voilà. C'est en complément ou pas d'ailleurs. On peut presque l'utiliser seul. Voilà. Et donc voilà, c'est une information que moi j'ai eue à l'âge de 25 ans. J'en ai 44 aujourd'hui. Et si je l'avais eu un peu plus jeune, j'aurais été super contente, mais c'est des choses qui ne sont pas encore très très connues. Donc notre but, c'est de faire connaître ça. Et alors du coup, en travaillant avec ce public précaire, très complexe, très dur à attraper, vous l'avez compris, mais moi c'était mon objectif, d'aider ces femmes-là. On a fait aussi des ateliers grand public à Recyclarté, c'est ça qu'on fait au quotidien, des ateliers avec tout le monde, n'importe qui, venez, venez. Mais je me suis dit, mais en fait, il faut prendre les jeunes femmes tôt, en fait. Et donc, l'idée pour l'année qui vient, c'est de construire avec les petits popotins un projet avec les collégiennes, les lycéennes et les étudiantes du territoire. Donc, pour ça, moi, j'ai un profil un peu différent de celui de Christelle. Moi, j'ai toujours monté des projets dans des assos d'environnement. C'est ce que j'aime, c'est monter pendant 2, 3, 4 ans un projet qui va rendre des services aux habitants. Et donc là, c'est un peu l'objectif que moi j'avais pour ce soir, c'était d'annoncer voilà, qu'on cherche des gens pour nous aider à mettre en place ces projets. Donc on a déjà un petit peu étudié comment on pourrait le mettre en place, donc dès les premières règles en fait. Parce que ce qui est le plus difficile dans le changement vers des alternatives écologiques et bonnes pour la santé, c'est le changement justement. Si on prend l'habitude très tôt, très jeune, sachant qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je suis tellement heureuse de voir que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont déjà tellement eu les oreilles rabattues. Alors, s'ils ne sont pas éco-anxieux, en fait, ils sont très prêts à mettre en place les solutions parce qu'ils savent. C'est pas comme nous. Nous, on a dû tout construire. Moi, à 20 ans, j'ai pris conscience, mais j'étais toute seule. Autour de moi, il n'y avait personne. Il a fallu que je trouve d'autres gens avec moi. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui sont prêts à agir. Et si on leur apporte l'information, le plus tôt possible sera le mieux. Quoi. Voilà. Donc, avec Christelle, on est en train de déblayer le terrain. Et on a pensé à plein de choses. Vous parliez tout à l'heure, alors en sociologie, on appelle ça les prescripteurs, de travailler avec les crèches, travailler avec les hôpitaux qui sont en lien avec les jeunes mamans. Voilà. Il y a des gens, en fait, ils ont des rôles clés. À des moments clés, parce qu'ils sont en contact avec les gens qu'on veut toucher. Et donc, en fait, nous, ce qu'on voudrait toucher, c'est les jeunes femmes du territoire. Donc, ça peut être, par exemple, une infirmière qui travaille dans un collège ou dans un lycée
qui est en contact tous les jours avec les jeunes filles qui, bah, zut, tiens, j'ai mes règles, j'ai pas ma serviette, qui viennent la voir, et hop, elle donne une serviette, bah, pourquoi pas, tu sais, il existe une alternative lavable, nanana. Et donc, il y a tout plein d'infirmières qui pourraient potentiellement être intéressées, mais il y a aussi des chefs d'établissement, il y a aussi des professeurs, parce que les professeurs, ils peuvent être aussi professeurs à un enseignement, pourquoi pas, dire, ah bah tiens, on étudie la reproduction en sciences naturelles, machin, je sais pas. Je n'ai pas étudié encore les programmes de collège et lycée, hein, mais voilà. Moi, je crois que ça peut être très difficile. On peut vous trouver des contacts, en tout cas dans les collèges basques et dans les collèges et lycées, sans problème. Voilà. Ils sont très intéressés. Alors, le souci, c'est qu'on est aussi dans une réalité économique, qu'on est des structures employeuses. Pour vous dire, à Recyclarté, donc nous, on est 3 équivalents temps plein. On ne se paye pas énormément, mais il faut quand même comme je le disais, qu'on paye nos salaires à la fin du mois. Et on a à peu près 1000 heures de bénévolat sur une année de nos différents bénévoles. Donc, on a du temps bénévole, on a du temps salarié, donc il faut quand même un petit financement pour payer cette action. Donc, en fait, là, on est aussi en train d'essayer de voir quels sont les dispositifs, quels sont les partenariats possibles pour nous permettre de mettre en place cette action. Et moi, j'ai été regarder ce qui s'est fait en France aujourd'hui, pas grand-chose. Et ce qui se fait aujourd'hui en France, c'est les conseils départementaux qui mettent en place des distributeurs de protection menstruelle jetables auprès des jeunes filles. Alors, c'est super parce que c'est pour lutter contre la précarité menstruelle, ces jeunes filles qui n'ont pas assez d'argent. Mais nous, on dit, c'est très bien, mais on pourrait aussi montrer l'exemple via les institutions et au moins faire une sensibilisation, passer dans les classes, présenter ce qui est possible. Et bien sûr, parce que nous, on a la technicité, on a des machines, on a les tissus, parce qu'on récupère ces chutes, on pourrait faire fabriquer aux jeunes femmes, leur apprendre la couture, et donc un peu d'autonomie aussi dans la vie de tous les jours, parce que quand on sait coudre, après, on peut faire plein de choses et éviter plein de déchets, et notamment les lingettes. Et il n'y a pas des projets justement de gratuité des protections menstruelles envers les publics précaires? Bah, le nôtre. Non, mais il me semblait avoir entendu parler d'un projet législatif. C'est le préservatif. C'est possible, je ne sais pas. C'est ce dont elle m'a parlé. Là, on fait ça au niveau départemental. Là. Ils ont dit que ça allait mettre. Alors, au niveau départemental, pour les serviettes, c'est le jetable. Oui, c'est ça, mais c'est jetable. Sinon, c'est vraiment des projets portés par. Il y a eu quelques départements en France, aujourd'hui, 2-3 départements qui ont eu une sorte de test depuis 1 an ou 2. Mais c'est vraiment pas généralisé. Et sur notre territoire, pour l'instant, il y a. Alors, près de Pau, attendez, c'est près de Pau ou près d'Elby, là, tiens, la maire extraordinaire, là, qui est venue. Ah oui, comment il s'appelle? C'est le maire de Castres. Le séquestre. Non, le séquestre. Ah, le séquestre. Alors, le séquestre, là, il faudrait le joindre parce que ça, c'est quelqu'un de très. Il est venu faire une conférence une fois. Il est très dynamique, il fait des trucs, il est très écolo. Là, ça serait peut-être bien. Lui, à mon avis, il pourrait trouver un truc comme ça. Et puis, oui, mais en fait, moi, j'habite ici, j'agis ici. Oui, d'accord, oui. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y a des élus. Alors, nous, notre objectif à Recyclarté, c'est aussi de motiver nos élus à aller vers le changement. Ouais. Et moi, j'habite ici, j'agis ici. C'est vrai que ce maire, je l'avais rencontré. Moi, j'ai fait un master de gestion d'environnement dans le Tarn. Et il était venu un jour nous faire une présentation de ce qu'il faisait sur sa commune. Il est du Tarn. Mais en fait, c'est important d'agir là où on est. Oui, c'est sûr. Donc voilà, moi je suis prête à travailler avec tous les techniciens, tous les élus, tous les chefs d'établissement, tous les gens en fait qui pourraient avoir un rôle pour nous aider à mettre en place ce projet. J'ai pas envie d'un petit projet, parce que souvent on fait des petits projets, on fait de l'innovation sociale, on veut bien commencer par un petit projet, ça n'y a pas de souci, mais une fois que ça a montré que c'était bien, moi j'aimerais que ce soit un gros projet bien ambitieux et qu'on puisse dire, ouais, bah dis donc, dans le 64, ils ont fait ça, dans le au Pays Basque, ils ont fait ça, ils ont été appuyés par l'aglo, voilà, je sais pas, mais pour l'instant, voilà, on est un peu en phase exploratoire. On annonce ce soir, donc saisissez-vous. Non, mais c'est bien. Il y a les missions locales. Enfin, les missions locales, ça, après, c'est les jeunes entre 16 et 26 ans. Oui. Et elles font un bon boulot sur le Pays Basque, hein, les missions locales.
On ne les a pas rencontrés encore parce que du coup, là, pour l'instant, on marche sur nos réseaux, les gens qu'on connaît. Et là, oui, on a des missions locales. Les missions locales, je pourrais te donner les coordonnées. Ouais. Le siège est à Anglette, mais elles ont un bureau à Hendaye, elles ont des bureaux un peu partout. Et là, souvent, ce sont des jeunes. Les missions locales, c'est du public jeune qui est en rupture de quelque chose. Donc, ça peut être une rupture familiale, sociale, judiciaire, ce qu'on peut imaginer. Donc, souvent, des jeunes qui sont un peu dans la difficulté. Ouais, l'idée, là, ça va vraiment être de sensibiliser sur le sujet, Ouais. d'avoir aussi le concret derrière. C'est soit ces ateliers, soit des serviettes déjà faites, mais que ce soit pas juste des paroles. Un peu comme on a voulu le faire avec les... Alors, l'atelier de couture, il fait vraiment que ces produits-là ou vous faites alors, en fait, d'autres choses? Oui, alors notre atelier de couture, il a eu à l'idée, en fait, à la création de Recyclarté, on s'était dit, tiens, on pourrait peut-être éventuellement avoir une couturière professionnelle, enfin, on embaucherait une couturière. Mais jusqu'à maintenant, en fait, on n'a pas réussi à aller trop à fond dans un projet pour embaucher une couturière. Donc, en fait, moi, je ne suis pas une excellente couturière, je me débrouille, et on a des couturières bénévoles assez bonnes, assez qualifiées, qui nous aident sur des projets. Et ces projets, on va les monter en fonction de... en fait, parfois, on est sollicité par un établissement scolaire, euh, sur la couture. Là, par exemple, moi, en fait, j'ai mené un projet sur les économies d'énergie avec la marmite norvégienne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc là, c'était pareil. Hein, moi, j'ai été dans l'accueil de jour SDF à Hendaye pour leur présenter l'alternative. Alors, ça n'avait pas été très, très concluant, mais en fait, à partir du moment où tu as une gamelle et où tu as une couverture, tu peux utiliser ce système-là. Donc, j'ai montré vraiment un système D. Et nous, on aide à fabriquer l'enveloppe. Et en fonction des projets, des partenaires intéressés, en fait, on peut répondre à des projets de couture récup. Mais on n'est pas du tout les seuls. Il y en a plein, des petites couturières qui font des super projets autour de l'anti-gaspi, du zéro déchet. Il y en a plein un peu partout. Donc, nous, c'est aussi notre... dans l'ESS, on n'essaye pas de grignoter les autres. On essaye de survivre en faisant des choses qui ont du sens, mais en faisant très attention à l'écosystème des autres. Et comme il y a déjà beaucoup de petites couturières qui vivotent plus ou moins, mais qui le font avec beaucoup de passion, on n'a jamais trop développé le côté couture non plus. Et là, franchement, sur ça, si on y va, c'est parce que moi, je suis une tête brûlée, parce que je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, qu'à mettre en place, c'est complexe, et qu'en fait, on a suffisamment de différents projets à l'association pour que je ne mets pas toutes mes cartouches là-dedans, en fait, dans ce projet-là de serviette mensuelle. Ça va être un projet parmi d'autres qui va nous permettre de continuer d'avancer dans nos thématiques. Mais de là à en faire une activité, voilà, Christelle, sur les petits popotins, vous l'avez bien dit, en fait, en économie sociale et solidaire, nos modèles économiques, ils sont assez fragiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on répond à... En fait, c'est tout l'intérêt de l'économie sociale et solidaire. En fait, on a un public qui souvent n'a pas des mille et des cents à dépenser sur une alternative qui apporte un plus, mais qui est... En fait, l'écologie, ça rapporte pas beaucoup d'argent, on le sait bien, et le social non plus. On n'a pas... On vend quelque chose, bien sûr, mais on sait bien qu'on va pas s'enrichir, et l'économie n'est pas faite pour que l'économie sociale et solidaire, en fait, devienne très, très rentable. On répond à des besoins sans forcément... Du coup, c'est vrai que nous, enfin, l'idée, c'est de faire ça en complément de nos autres activités à côté. Et pour les petits popotins, si ça pouvait permettre de consolider un poste de couturière, parce que c'était un peu l'objectif de l'association, voilà, de donner un peu de travail à la future collègue de Christelle. Parce que dans les petits popotins, il faudrait qu'il y ait une couturière à plein temps, quoi, pour découper, là, enfin, surtout pour l'enveloppe, là, pour le... Ouais, c'est ça la partie la plus technique. C'est cette partie-là, surtout, que tout le monde ne peut pas faire. Ouais, il y a une partie... Et alors, vous avez dit que ça vient d'Asie, mais ce sont des chutes, enfin, vous le payez? Non, nous, on l'achète en boulot. Nous, on achète des rouleaux de tissu. Oui.
on la confectionne ici. C'est qui habite justement Vernet, juste à côté, qui est couturière, tapissière d'ameublement, qui fait les deux. Qui fait ces parties-là. Les petites, tout ce qui est faisable, on le fait bénévolement. Donc il y a quand même une bonne partie. Ça c'est la partie technique, mais il y a des parties qui sont gérables par nous-mêmes. Et après, non, on a commencé par là, des patrons en carton avec découpés à la main à la maison, tout ça. Et là, on commence à être un peu plus organisé pour voilà, avoir le temps, continuer à ce que le projet vive sans que ce soit trop lourd. Non, mais la partie blanche, là, c'est du pareil, du bambou. En rouleau. Ça arrive d'Asie. En rouleau. En rouleau. Et ça, vous le payez. Parce qu'avant, vous disiez, on récupère les. Non, nous, en fait, on a des chutes. Des chutes. Ouais, nous, on a des chutes de. Vous voyez, là, le patron, il ressemble à peu près à ça. Donc, les couches, elles vont être mises de telle manière à ce qu'il y ait le moins de chutes possible. Mais en fait, les chutes, là, c'est une petite, mais. Par exemple, on récupère des chutes comme ça, des couches. Et avec ça, alors je suis désolée. C'est les mêmes tissus qui sont utilisés pour une serviette hygiénique que pour une couche lavable, c'est-à-dire une partie imperméable, une partie absorbante. C'est tout. Donc, avec ces chutes de couches, de production de couches, on va faire les ailettes qui vont permettre un morceau des serviettes, hygiéniques. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour les serviettes, on n'utilise que des chutes. Oui, là, il n'y aura que des chutes. Voilà. Ouais. C'est que pour faire ces couches, là, c'est pas des chutes, c'est des rouleaux de papier et qui sont achetés, mais pas cher. En fait, l'idée, c'est d'avoir de la qualité. Et trouver un équilibre, parce que si c'est pour mettre les familles en difficulté derrière, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'aussi l'économie de fonctionnalité permet d'avoir le fait d'être dans la location, d'utiliser vraiment le produit, le début jusqu'à la fin, et nous permettre de partir on n'a pas trop le choix de partir. On essaye de faire le minimum de chutes. Toutes les chutes de ce tissu-là, en dehors d'être utilisées pour faire des serviettes hygiéniques, sont utilisées pour faire des lingettes, justement, les fameuses lingettes où c'est un simple carré. Donc, c'est très simple à faire. Et du coup, on les donne aux adhérents. Voilà, on essaye de limiter au minimum l'impact. Mais ça veut dire qu'il y a un travail manuel qui est énorme, en fait. En heures de travail, ça doit être monstrueux. Oui, nous, pour rendre accessible aux femmes les plus précaires et non couturières, pour la plupart, on a passé énormément de temps à découper. On a tout découpé. On a récupéré les patrons du coup que vous aviez fait, on les a un petit peu adaptés. Et on a passé des heures avec des bénévoles, en fait. C'est vrai, on parle de bénévoles, voilà. Les bénévoles dans les structures de SS, c'est hyper important. Ça rend viable le modèle économique. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la viabilité. Il y a aussi, comment dire, le bonheur de se sentir utile. Bien sûr. C'est quand même hyper important. Quand tu es couturière, c'est joli de faire ton petit sac, mais bon, quand on a fait 10 différents sur 2 ans, au bout d'un moment, en fait, c'est bien aussi de te dire, ah mais tiens, là, il y a un projet, si je pouvais donner quelques heures. Donc, il y a 2 formats. Nous, soit on donne carrément les tissus, parce qu'il y a beaucoup de couturières qui aiment bien coudre tranquillement chez elles, avec leur machine. Donc, nous, on l'avait expérimenté la première fois. C'est pas super de rappeler ça, mais on avait produit des masques vraiment au tout début du premier confinement. Ça s'était fait un peu tout seul, voilà, via les réseaux sociaux. C'était chouette de voir aussi comment on a pu réagir très vite, parce que l'asso existait déjà, on avait déjà tout un réseau de couturières. Et en fait, tu peux travailler chez toi. Donc, moi, je distribue les tissus. Et après, quand tu as fini de coudre, on récupère les produits finis qu'on va distribuer. Ou alors, sinon, on se met tout ensemble pendant une demi-journée en papotant et on produit. Donc, ça, c'est le second format. Et là, même avec le centre social Chagardiane, on est en train d'expérimenter un 3e format qui est un peu hybride, où on va avoir donc des jeunes retraités qui vont venir coudre pour aider des jeunes mamans
qui vont faire leurs serviettes et qui ne savent pas très bien coudre. C'est ça qui est bien aussi avec les serviettes hygiéniques, c'est que c'est accessible même quand on n'a pas de grandes compétences. Ouais. Nous, on l'a expérimenté en 2021, on avait la chance d'avoir un local. C'était un local partagé qui était porté par l'association Tout ce que tu veux faire. Je ne sais pas si ça vous parle. Et on était sur Bayonne et on avait une véritable pièce où on pouvait proposer des ateliers. Et on avait mis en place justement ces ateliers d'auto-confection de serviettes hygiéniques. Et en fait, voilà, les gens pouvaient venir sans compétences. C'était, bon, c'est sûr que la personne, sur 2 heures, c'est la personne qui venait en sachant coudre. Donc, voilà, elle allait pouvoir se faire ses 3-4 serviettes avec des chutes. Et voilà, elle savait maîtriser le matériel. Mais la personne qui arrivait sans avoir touché une machine, bah, elle arrivait à terminer sa serviette à la fin de l'atelier. Et cette personne, en fait, même si bah voilà, elle revenait au suivant pour s'améliorer. Et ça fonctionnait bien. Bon, malheureusement, on a dû mettre, parce qu'on n'avait plus de local, mais ça fonctionne bien ce genre d'atelier parce que c'est vraiment accessible. C'est ce qu'on voudrait faire du coup avec les jeunes femmes. Donc on se disait que ce serait possible de l'organiser dans les établissements scolaires. Pendant la pause du midi, par exemple, tu as au moins 45 minutes, voire 1 heure. En 1 heure, quand on a déjà prédécoupé, en fait, même quand tu es non couturière, tu peux faire ta serviette. Donc voilà, on s'était dit de le faire toi-même, c'est pas la même chose non plus parce que tu mets plus de valeur à l'objet que tu as fait. Tu vois ce que ça a coûté de fabriquer. Et donc après, tu vas plus l'utiliser, tu auras plus envie de l'utiliser parce que tu auras cette fierté d'avoir fabriqué. On le voit aussi dans les ateliers d'autoréparation, c'est génial. En fait. Quand tu touches la matière, effectivement, on n'est pas dans le discours, on est dans l'acte. Aujourd'hui, les gens, en fait, c'est pour ça qu'on a créé aussi Clarté. Enfin, moi, ça partait vraiment de ça. C'est les gens, ils sont prêts à agir, ils ont envie d'agir, ils ne savent pas comment, mais en fait, quand on est dans l'acte, dans l'action, ça rend vraiment heureux, ça réduit justement l'éco-anxiété, ça donne de l'espoir et en plus, on partage des moments sympas. Et comme on n'est pas seul aussi, il y a un effet d'entraînement qui est vraiment très chouette à vivre. Et notamment d'un atelier à l'autre, en fait, quand je revois les couturières, moi je les sensibilise autour du zéro déchet, il y en a plein, en fait, elles récupèrent des tissus parce que ça coûte moins cher, mais elles ne sont pas dans une démarche vers moins de déchets. Donc quand on leur propose de remplacer en alternative lavable, par exemple les lingettes, ou alors, mais ça on avait essayé, c'était un peu gadget, le sopalin, on avait fait un rouleau de trucs comme ça, où en fait ils s'accrochaient les uns aux autres, puis tu les enroulais à un truc, bon. C'est vraiment comme un faux truc de sopalin, mais bon, parce qu'au final, tu prends juste un torchon, ça va, mais des fois, il faut réinventer l'eau chaude. Hein, parce que les lingettes, t'as qu'à récupérer aussi des vieux gants, mais en fait, quand tu fabriques toi-même cet objet, après, ça donne plus envie d'utiliser aussi. Ou si tu es quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui a mis du temps, qui te l'offre, ça a plus de valeur. Bien sûr. Ok. En tout cas, pour rentabiliser un peu plus, moi, il me semble qu'il faudrait vraiment essayer de persuader les hôpitaux, les cliniques et tout ça. Là, Ah bah, ça, il faudrait arriver à ça quand même. Parce que c'est 4 ans qu'on est dessus. Ouais. C'est 4 ans. Mais pareil pour les couches lavables. Hein. Dans les maisons de retraite, surtout pour les couches lavables. Imaginez dans les maisons de retraite. Et alors, sur les maisons de retraite et tout ça. C'est un autre sujet là pour le coup. Il y a un réel sujet au niveau des déchets, mais ça peut être efficace aussi bien hein, dans les maisons de retraite, vous disiez tout à l'heure. Mais après, il y a d'autres sujets autour de. Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Bah, disons que le personnel a déjà du mal à faire face avec des jetables. Alors si en plus on leur mettait des lavables, là c'est. Il y a d'autres problématiques au sein des coup, mais c'est un véritable sujet. Hein, parce que le potentiel de création d'emplois, en fait, si on reconsidère aussi le travail, enfin, parce que qu'est-ce que ça coûte aux hôpitaux, ça doit être assez énorme. Aussi. Mais oui, c'est. Moi, je pense que économiquement, en fait, on pourrait créer des postes. Mais en fait, c'est reconsidérer aussi le travail sur un travail qui n'est pas forcément très facile non plus, parce que voilà, on parle de quelque chose d'assez difficile.
Après, il y a des maternités qui, à Alençon, sont passées aux couches lavables. Oui. Si on prend il y a des exemples Oui, hein, il y a avec des des modèles exemples, qui ça sont peut- mis en place. Après, c'est une volonté déjà d'essayer. Oui. Comme nous tous, de faire cette. Je crois qu'il y a aussi des endroits où il y a un service qui vient récupérer les couches et rapporte des couches. Bah, nous, on le propose. Parce qu'en fait, mais c'était plus pour faire en sorte que les gens viennent à nous. Parce que ça rassurait. Mais économiquement, enfin sur plein de domaines, ça n'a pas d'un. Logistiquement, c'est plus simple de le gérer à la maison que d'avoir accès à ces services de nettoyage parce que ça demande un moment où on va faire l'échange de couches, ça va avoir un coût plus conséquent, mais on le savait en ayant créé le service qu'on avait contacté d'autres. Il y a une association sur Nantes aussi qui fait le même type qui a le même type de projet que nous. Il n'y a pas beaucoup de familles qui utilisaient le nettoyage. Et nous, on a vraiment des familles qui nous appellent pour ça, mais qui passent en classique parce que c'est plus. Mais ça nous permet d'accrocher les personnes. Et ça, on s'en est rendu compte au moment du confinement où on avait commencé à faire ce service de nettoyage qui a dû être interrompu puisqu'on ne pouvait plus livrer les personnes. Et où toutes les personnes se sont dit, mais en fait, ça se passe très bien tout seul. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc, et c'était les apps qui s'occupaient de la partie blanchisserie. Ah oui. Qu'est-ce qu'on propose à oui, il faudrait proposer aux personnes en visio. Si poser leurs questions, il y a une personne qui vient de partir. Ah oui. Il y a encore on va leur demander est-ce que vous avez des questions à poser, tous ceux qui sont en visio. Sylvie, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, ok. Ça va. Non, pas particulièrement. Merci. Du coup, voilà, ben, moi, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire sur l'annonce. Après, c'est vrai que ce qu'on se posait comme question, Estelle et moi, c'était quand on a parlé de ce qu'on allait vous présenter ce soir, et je pense que chaque association se pose la même question, c'est comment rallier des bénévoles sur nos actions concrètes au moment où en fait on a besoin de petites mains. Alors il y a tout plein de stratégies à mettre en place, mais voilà, je sais pas ici, vous à Cabia, comment ça se passe, l'implication bénévole, c'est toujours tellement important en fait, parce que de pouvoir accueillir à la fois toutes les envies, toutes les énergies, et en même temps de canaliser un peu, que ça ne parte pas dans tous les sens. Mais, on a un peu de problème justement, s'il en faudrait plus. Oui, c'est un enjeu aussi pour nous, en tant qu'association, d'arriver à renouveler les personnes qui partent. Il y a pas mal de turnover dans les bénévoles. Voilà, c'est que nous, on tourne qu'avec du bénévolat, parce qu'on a plus de salariés depuis un moment sur la structure. C'est vraiment les heures bénévoles qui font tourner les trois piliers du Caviar pour l'instant. Voilà, on fait du bouche à oreille, on fait un peu de diffusion aussi par mail, mais je pense que vous faites aussi, je pense, voilà, sur des actions spécifiques, on arrive à mobiliser un peu plus. Et ensuite, on identifie des référents par pôle. Donc, Chantal, c'est toi sur les mardis de l'ESS. Et du coup, il y a tout un groupe. On a du mal avec tout il y a tout un groupe autour de toi. Voilà, c'est une vraie difficulté. Oui, les structures. Et puis nous, la spécificité sur Caviar, c'est qu'on a aussi du coup des associations qui sont adhérentes. Et on a envie aussi que les structures puissent s'impliquer et être vraiment partie prenante du projet de Caviar, s'approprier la maison, que ce local il soit aussi le local des assos, enfin que la porte soit ouverte aux autres structures. Et en fait, comme vous l'avez décrit, il y a déjà tellement d'enjeux au sein des structures que vous portez, c'est déjà tellement énergivore et tout ça que c'est difficile pour les associations de s'impliquer en plus dans Caviar qui veut représenter toutes les assos du territoire. Donc on a aussi ce double enjeu-là de à la fois toucher des individus particuliers et en même temps que les structures puissent comporter Cabia et s'impliquer dans la gouvernance. Donc on partage cette enjeu. Après, c'est vrai que si je parle pour c'est clarté, nous, on est sur un autre territoire, en fait. Ici, c'est le Pays Basque, mais c'est vrai on n'a pas vraiment de gens, non, même je pense qu'on n'a pas d'adhérents qui habitent Biarritz, en fait. Donc,
Bah, la maison ne se limite pas du tout à Biarritz, hein, c'est la maison du Pays Basque. D'accord. Oui, non, mais je veux bien entendre. Mais du coup, c'est vrai que, par exemple, ce soir, on a invité nos adhérents. Mais pour venir jusqu'ici, nous, c'est le bout du monde. Hein. Ouais, c'est ça. C'est autre chose. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, on a aussi ces caractères un peu, je sais pas pour vous, les petits. Nous, notre problématique, c'est surtout que c'est des jeunes parents qui sont pris par leur vie de jeunes parents. Alors là, et donc là, c'est très compliqué de passer de la fameuse phase de consommateur à acteur. Quoi. Ça, c'est tout un enjeu pour nous. Pour ce genre de service, c'est d'impliquer les adhérents. Je sais pas ce qui est le plus dur, les subventions ou les adhérents. Voilà, les deux sont. Mais c'est un véritable enjeu. Quoi. Le meilleur âge, c'est les jeunes retraités, en principe. C'est quand les gens qui avaient un boulot très prenant, etc., qui se retrouvent faciles. C'est le moment, normalement, où ils devraient. Mais c'est pas si facile que ça. Mais comme on disait aussi, notre projet, il peut être identifié comme juste écologique. Et si dès qu'on y met un autre enjeu derrière, tel que pour un public très précaire ou je sais pas, je vais prendre un stéréotype des migrants, avoir un enjeu très, très fort comme ça, nos types de projets sont encore voilà, à part et où on ressent moins les enjeux qu'il y a assez impliqués. L'urgence, l'importance. C'est plus, c'est moins parlant. Après, nous, le vélo, en fait, dans la vie du projet de l'association, l'idée c'était de revaloriser, d'apprendre à faire soi-même, de limiter les gaspillages. Mais on est arrivé au vélo parce qu'on s'est vu qu'il y avait un engouement. En fait, on a vécu, on s'est rendu compte déjà de l'engouement, mais surtout, à partir de 2020-2021, ça a été le boom du vélo, ça a été incroyable. Donc en fait, nous, on a aussi évolué en fonction des attentes et c'est souvent ça dans le cadre des associations de SSA. Donc, tu évolues un peu, tu fais bouger ton projet pour t'adapter, pour répondre en fait aux demandes. Hein. Et aussi, comme je vous disais, sur la précarité menstruelle, moi j'ai vu ça comme un enjeu actuel qui pour moi n'était pas forcément identifié parce que bon, je voyais la problématique lavable, déchets, mais la problématique vraiment précarité, solidarité avec les plus démunis, c'était autre chose. Et ça ne veut pas dire que c'est très facile à mener, comme je vous l'ai expliqué. Et pour le moment, vous n'êtes qu'à Hendaye. Non, nous on agit par exemple sur ce projet, donc on le mène en ce moment avec Selgarekin à Bidar. Donc on a fait des ateliers couture autour des marmites norvégiennes et là on va faire les serviettes. Voilà. À Bidar? Oui. Mais là, c'est grand public, comme je vous disais, on fait des ateliers, voilà. Et après, on a fait avec le CCAS du Rugne et l'épicerie sociale et l'épicerie sociale de la commune. On l'a fait avec le centre social de Saint-Jean-de-Luz et le centre social d'Andaille. On a fait sur 4 communes ce projet. Et en général, nous, c'est notre territoire. On fait pas souvent que sur Andaille. Et vous avez de bons rapports avec la municipalité, elle vous soutient là sur Alors, partie, oui. Depuis le début, ouais. Depuis le début, du coup, on a été soutenus. On a eu donc un local mis à disposition gratuitement la première année, les 2 premières années, je crois que c'est la deuxième année, c'était 50 €. C'était tout petit, mais c'est quand même la base pour toute association d'avoir un lieu physique. Sachant qu'on a fonctionné 1 an et demi sans lieu physique. Donc, on faisait des actions régulières avec le centre social, on faisait des zones de gratuité en fait. Et des ateliers réparation, mais sans local. Donc, c'était pas facile. Et alors moi, je vais régulièrement le dire à nos techniciens, à nos élus.
soutenez les associations employeuses, enfin, ou en tout cas qui ont des envies d'être employeuses sur la question du foncier, parce qu'on le sait très bien, il y a une tension, certes, mais en fait, l'économie sociale et solidaire et le monde associatif, c'est foisonnant. Et c'est très, très important. Et d'autant plus que nos modèles économiques sont un peu fragiles parce que, en fait, on répond à des besoins non assouvis par le marché. Donc, en fait, c'est très, très important et d'autant plus important de soutenir nos structures d'économie sociale et solidaire, qu'elles soient associatives ou sous forme d'entreprise. Hein. Mais moi, alors, ce que j'essaie de déconstruire aussi beaucoup, c'est, on entend souvent, genre, les assos, elles sont hyper subventionnées. Mais en fait, allez regarder ce que touchent les entreprises sous différentes formes plus ou moins camouflées. Moi, depuis que j'ai créé Recyclarté, donc ça fait 9 ans, je vais voir tous les appels à projets, par exemple, de la région, mais les aides économiques de la région et de l'agglomération, elles sont beaucoup plus importantes pour les entreprises que pour les associations. Et quand on regarde, allez, un petit exemple, Air France, c'est eux qui ont le plus reçu d'aide publique post-confinement. Et puis, enfin, on peut regarder un peu, en fait, toutes les aides publiques. Bah, en fait, moi, je pense qu'il devrait y avoir un rééquilibrage et plus d'aide publique sur l'économie sociale et solidaire. Mais j'aimerais bien que vous reveniez sur le lien entreprise-association. En fait, vous êtes resté, vous avez un statut d'association, association employeuse. Mais alors, on a des comptes comme une entreprise, c'est pratiquement. Alors, en termes fiscal, nous, on ne paye pas la TVA à partir du moment où, en fait, on a dans nos statuts une mission d'intérêt général. Donc, sur nos thématiques, très clairement, on n'est pas soumis à la TVA. Mais en fait, on paye la TVA. Ce que veut dire, vous la payez la TVA, parce qu'une entreprise ne peut pas vous facturer hors taxe. Tout ce qu'on paye, on paye la TVA. Mais en fait, c'est qu'on ne fait pas payer la TVA à vos adhérents, enfin, à nos adhérents et à nos. En fait, quand on vend une prestation, nous, on vend elle une est sans prestation, taxe. il n'y a pas de taxe. Elle est sans taxe. Mais mis à part ça, en fait, on rend des bilans annuels, on a une comptabilité, on a des salaires à payer avec les mêmes niveaux de taxes que les entreprises, en fait. Et on a des loyers qui sont au même niveau que les entreprises. Nous, aujourd'hui, on paye un loyer qui est dans un bâtiment communal. On paye autant que nos voisins qui font des douanes de camions. On paye autant. Mais tous les gens, je sais qu'en général, vont penser, ah ben non, eux, ils ne payent pas. Mais si, en fait, on paye autant. Et, vous disiez tout à l'heure, on est sur un projet auquel le marché ne répond pas, les protections menstruelles ou les couches jetables. Mais si une entreprise privée se lançait là-dedans, elle s'en sortirait mieux que votre association ou elle s'en sortirait pas? Alors, moi, je peux répondre de manière générale dans tout ce qui est, parce que j'ai beaucoup étudié la question, vu que pendant 6 ans, j'ai porté le projet d'une recyclerie au Pays Basque, sud. Sur tout le secteur du réemploi, par exemple, c'est quelque chose d'assez flagrant. Tout ce qui est extrêmement valorisable va être pris par des grandes entreprises. Et tous les petits trucs, machin, gna gna, qui n'ont pas beaucoup de plus-value, c'est des assos. C'est des assos d'économie sociale et solidaire qui vont le faire. En fait, les grandes entreprises, elles sont très malines. Elles ont des armées de commerçants, de gens qui ont fait des études des commerces et qui savent, voilà. Et donc, en fait, tout ce qui est juteux, en général, est pris dans le marché. Hein. Parce que les culottes, ça existe déjà. Oui, mais c'est que des petites couturières la plupart du temps. C'est pas un truc énorme, quoi. C'est vrai que les culottes menstruelles, ça s'est développé ces derniers temps. Parce que justement, on parlait des freins. À un moment, vous posiez la question, c'est quoi les freins? Pourquoi il n'y a que 3% des parents qui prennent les couches lavables? En fait, la culotte menstruelle, c'est une alternative intéressante parce que il y a un des freins majeurs qui est quand j'ai lavé ma serviette, il faut que je la fasse sécher et j'ai pas envie que mon mari ou mon fils ou mes copains qui passent à la maison la voient sécher. Ben, en fait, la culotte, ça masque. Et nous, c'est comme ça qu'on a fait avec une femme d'une 60aine d'années un slip pour son papa.
Et en fait, le slip, il est super camouflé. Je vois aussi comment ça se passe un peu en Espagne, d'avoir des institutions qui aident à la création d'emplois. Parce qu'en fait, au début, comment tu fais? Tu n'as pas un sou au début quand tu commences. C'est pas comme dans une entreprise. C'est ça aussi la différence dans une association. Dans une entreprise, tu peux dire, bon, allez, je demande de l'argent aux gens qui m'entourent, ou alors j'ai déjà un petit pactole, je mets 50 000 euros pour commencer. Mais non, en fait, en association, on essaie de partir de rien. Et au début, c'est pas évident. Donc, au début, c'est vrai que c'est souvent comme ça, c'est-à-dire tu es en période de chômage, créateur d'entreprise, tu vois ton conseiller et tu lui expliques, et du coup, tu commences à faire des petites prestations où, en fait, tu travailles comme bénévole pour ton asso, tu mets de l'argent de côté, et après, quand tu as un petit peu de trésorerie, tu commences à être salarié. Et en général, c'est comme ça. Et on fonctionne par échelon. Donc, moi, par exemple, pour Recyclarté, j'ai travaillé bénévolement pendant 1 an et demi à mi-temps avant de pouvoir me salarier à mi-temps. Alors, je faisais du plein temps sur 18 mois. Et petit à petit, j'ai augmenté mes heures en fonction que le chiffre d'affaires augmentait. Et quand j'ai pu, j'ai embauché le deuxième. Et quand j'ai pu, j'ai embauché la troisième. Enfin, non, l'association. Mais en fait, ça a été tout un. C'est des petits pas. Mais c'est long. Mais sur les projets, du coup, une fois que tu es en place, c'est ça qui est super. Nous, c'est notre cas aujourd'hui. Hein. C'est qu'une fois qu'on est en place, on a quand même une base. C'est ce que je vous expliquais. C'est pas ce projet sur les serviettes mensuelles, c'est un projet qu'on va faire parmi d'autres. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, quand on met en place des nouveaux projets, on prend entre 8 mois et 12 mois pour le mettre en place. Bon, merci beaucoup. La présentation, c'est magnifique. C'est super intéressant. Donc, on va en parler et puis essayer de trouver des réseaux. C'est cool. Écoutez, qu'à dire, si vous avez des appels à bénévoles, on peut relayer sur les réseaux, diffuser en newsletter, on compile un peu ici le nombre de personnes. Oui. Merci. Merci à vous. On n'est même pas mis à Bonne soirée. on va revoir